Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour et merci à Laurent Delmas qui va animer aujourd'hui cette masterclass. Laurent, vous êtes critique cinéma, vous êtes producteur d'émissions sur France Inter, vous êtes directeur de l'ouvrage L'histoire du cinéma chez Larousse et chez Larousse également, auteur de Depardieu hors norme. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté. Bonjour Julie, bonjour et à tous. Effectivement, je suis heureux de vous retrouver pour cet éclairage sur un film de Jacques Audiard qui s'appelle en effet De battre mon cœur s'est arrêté. Il est sorti sur les écrans en 2005 et il constitue alors le quatrième film de ce cinéaste, Jacques Audiard. Après, je le rappelle pour mémoire, Regarde les hommes tombés en 1994, Un héros très discret 2 ans plus tard, en 1996, puis Sur mes lèvres en 2001, et donc en 2005, De battre mon cœur s'est arrêté, 4 ans avant, en 2009, le succès que l'on connaît de Un prophète, qui a couronné, en tous les cas assis définitivement Jacques Audiard au sein du paysage du cinéma français. Ça fait maintenant depuis longtemps qu'il n'est plus seulement le fils de Michel Audiard, mais qu'il a évidemment acquis sa singularité, sa spécificité comme cinéaste au sein de la galaxie du cinéma français. On sait qu'il a été effectivement d'abord scénariste, avec son père, puis avec des cinéastes comme Georges Lautner, Claude Miller, Michel Blanc, Tony Marshall, entre beaucoup d'autres, et que donc c'est en 1994 qu'il est en quelque sorte entré dans la carrière de cinéaste et qu'il a définitivement acquis sa réputation d'auteur-réalisateur du cinéma français. Alors, un petit mot, alors juste pour dire, parce que évidemment c'est un très très beau titre, De battre mon cœur s'est arrêté. On le sait en général, mais répétons-le encore une fois, le titre est un emprunt évidemment assumé à une très belle chanson écrite par Claude Lanzmann pour Jacques Dutronc et dans laquelle on trouve cette phrase, la chanson s'appelle La fille du Père Noël, et donc on trouve cette phrase qu'a extraite Jacques Audiard et son co-scénariste, qui est en l'occurrence Tonino Benacquista, célèbre auteur de polar français, et qui donc a collaboré avec Jacques Audiard pour l'écriture de ce scénario. Alors, l'écriture de ce scénario, il faut évidemment en parler parce qu'elle est assez, comment dirais-je, singulière, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un scénario original, il ne s'agit pas non plus d'une adaptation d'un roman, mais il s'agit d'un remake, et d'un remake d'un film américain. Alors, c'est une tradition dans le milieu du cinéma que les remakes, plus peut-être aux États-Unis qu'en Europe et en France, mais on connaît en tous les cas cette façon de prendre un film et de le refaire, évidemment sous une autre forme a priori, et dans un autre univers, par d'autres auteurs, avec d'autres acteurs, mais néanmoins, il s'agit d'une sorte de variation sur un motif, un tableau, si je puis dire, déjà existant, et bien sûr, une partie du travail que l'on peut faire autour du film, de l'intérêt que cela peut représenter, consiste à comparer en quelque sorte, à faire un travail de comparaison entre le film premier et puis le film qu'on va appeler second, mais sans autre dimension et surtout pas sans une dimension de jugement, bien évidemment, mais voir les allers-retours entre les deux films, comme il est intéressant toujours évidemment de voir les allers-retours entre un roman adapté et le film dont il est tiré. Voilà, donc ce genre de considération n'est évidemment pas neutre. Alors, il faut dire que le film de Jacques Audiard est donc, si je puis dire, tiré d'un film réalisé par James Toback en 1978. Le film s'appelle, son titre original est Fingers, et en français, il est sorti sur les écrans sous le titre plus accrocheur de Mélodie pour un tueur.
mais c'est un film donc de 1978, je le disais, et avec Harvey Keitel et Jim Brown dans les rôles principaux. Alors, on pourra un peu y revenir. C'est un remake qui est à la fois fidèle à son original, à son modèle, mais qui s'en distingue aussi à travers un certain nombre de choses, et singulièrement d'ailleurs à travers la caractérisation, si je puis dire, du personnage principal, Harvey Keitel dans le film originel, Romain Duris chez Audiard. Là, véritablement, disons que les caractères sont vraiment différents et que l'appréhension de ces deux personnages est, sinon radicalement différente, du moins distincte en fonction des deux films. Alors, pour illustrer ce moment-là, en quelque sorte, ce moment où Audiard a décidé de faire un remake qui est une démarche évidemment tout sauf neutre. Je le disais, il y a une œuvre qui existe. Quelle autre œuvre va-t-elle générer? C'est une vraie interrogation. Et évidemment, quand des auteurs s'emparent d'un tel projet, eh bien, c'est une démarche si particulière qu'il faut évidemment l'éclairer. Alors, nous pouvons l'éclairer avec notre propre regard, en comparant nous-mêmes en tant que spectateurs les deux films que nous avons sous les yeux, mais il est évidemment bigrement intéressant aussi d'entendre le réalisateur et l'adaptateur, l'auteur du remake, dès lors, et c'est bien le cas d'ailleurs, vous allez le voir, dès lors qu'évidemment il ne pratique pas la langue de bois, parce que s'il s'agit juste de dire le film est, j'admire tellement ce film que j'ai voulu le refaire, ça n'a évidemment aucun intérêt, de même d'ailleurs qu'il n'aurait guère d'intérêt d'entendre ce film. Le premier film était tellement mauvais que j'ai eu envie d'en faire un bon. Voilà, ce genre de discours-là, évidemment, n'aurait guère d'intérêt. Ce n'est pas le discours, vous allez le voir, de Jacques Audiard, qui est d'une grande honnêteté, on va dire, à l'égard de sa démarche, à l'égard de sa propre démarche, et à l'égard aussi du film de James Toback, et d'une grande honnêteté sur, du coup, sur ce qu'il a voulu faire concrètement, sur ce qui l'a motivé, sur sa démarche. Alors, je vais vous lire cette déclaration, cette note d'intention de Jacques Audiard, si vous le voulez bien. Elle est composée d'un certain nombre de phrases, mais elle est un peu longue, c'est ce que je veux dire, mais je crois qu'elle dit des choses tout à fait essentielles, justement, sur la démarche d'Audiard, et qu'il faut l'entendre ainsi. Je le cite. J'avais vu le film de Tobiak en 1978, à sa sortie donc, et il m'avait laissé un grand souvenir à mes amis comme à moi. On en parlait beaucoup. Le film était très difficile à voir car il ne ressortait pas et n'était pas programmé dans les cinémathèques. Il s'est alors mythifié dans mon esprit. Audiard insiste sur ce mot de mythifier. Jusqu'à un certain point, on lui a prêté plus qu'il nous a donné. Car quand on le revoit aujourd'hui, c'est un film scénaristiquement invalide. Et c'est un euphémisme, ajoute Audiard. Il y a toutes les poses d'époque du cinéma américain jusqu'à la caricature. On sent le dénuement de l'acteur face à un réalisateur qui laisse tourner sa caméra. Tout ça avait du charme, mais ce qui m'avait vraiment marqué dans ce film, c'est la dualité entre le mal et le beau. Les questions du genre, d'où on vient et où on va, et comment se fait le meurtre du père. Des choses grecques, des choses basiques. On s'est ensuite rendu compte que le film était intéressant à partir du moment où les choses deviennent concrètes, où l'on crée un milieu professionnel. Voilà, j'ai tenu à vous lire cet extrait d'un long entretien qu'avait eu Jacques Audiard au moment de la sortie du film avec le journal mensuel Positif, parce qu'il me semble poser, je le répète, de façon à la fois très claire, très honnête, très sincère, un peu malicieuse aussi, mais les choses et la façon dont Audiard a envisagé ce travail si particulier du remake, en prenant, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien entendu, rétrospectivement, une distance avec un objet d'abord aimé, et puis un objet reconsidéré à l'aune du temps qui passe, en quelque sorte,
on a tous connu, on connaît tous ce genre de démarche, de sentiments, c'est-à-dire des réévaluations. On a tous aimé des films à certains moments de nos vies pour les relativiser ensuite. C'est le lot même de la vie des films dans nos esprits. Les films vieillissent avec nous-mêmes. Parfois, certains vieillissent mal, d'autres vieillissent mieux, bien ou très bien, voire de façon suffisamment même importante pour qu'on les réenvisage dans l'autre sens, c'est-à-dire que les films qu'on avait pu ne pas aimer en étant plus jeunes, nous les redécouvrons à un âge adulte. Bref, ce sont des cheminements de cinéphiles qui sont tout à fait communs, banals, et que nous connaissons bien. Et il est intéressant quand même que Audiard, en quelque sorte, ne pratique pas de langue de bois et dise clairement les choses par rapport au film de Teubiac, parce que du coup, on voit bien, d'après le jugement qui était le sien quelques années plus tard à propos du film de Teubiac, on voit bien que du coup, ce qu'il a cherché à donner en plus au film, et qui ne lui semblait pas effectivement présent dans le film de Teubiac, dans le film originel. Alors du coup, comme il le suggère d'ailleurs à la fin de l'extrait que je viens de vous lire, ce qui a permis au film d'Audiard d'exister, c'est précisément, et c'est pas du tout paradoxal, c'est précisément le moment où il s'est peut-être, où sa fusée à lui s'est détachée de la fusée, où son vaisseau, sa cabine s'est détachée de la fusée du film originel, c'est-à-dire quand il a trouvé en quelque sorte cet environnement professionnel très particulier qu'il met en scène dans son film, et qui, vous le savez, c'est, pour aller vite, le monde de l'immobilier. Hein, le monde de l'immobilier à Paris, de façon contemporaine, avec une réalité, il faut bien le dire, assez souvent méconnue, peu traitée dans le cinéma français, je crois, ne pas me tromper en disant cela, qui est, au fond, on va dire la face noire de l'immobilier, c'est-à-dire le côté illégal, un peu sauvage, pas forcément d'ailleurs dans une illégalité de délinquance, ou qui serait vraiment qui seraient des pratiques illicites. C'est pas ce que montre le film, simplement des pratiques assez sauvages, qui sont violentes la plupart du temps, et vous l'avez vu, qui sont fondées sur des expulsions violentes, sur des façons de se comporter qui ne sont pas très valorisantes pour ceux qui les font, et pas très glorieuses. Donc c'est une face assez noire de cet immobilier, sur fond un peu parfois même de raquettes, de promoteurs véreux, etc. Voilà, tout cet environnement-là dans lequel baigne le héros, et qui donne au film, évidemment, son arrière-fond sociétal très important. C'est ce qui le rattache principalement au polar, et qui permet qu'effectivement le film prenne son ampleur de ce point de vue-là. Parce que, évidemment, le grand intérêt, je dirais, de la démarche d'Audiard, c'est de ne surtout pas copier l'univers du polar américain dans lequel baignait littéralement le film de Teubiac. Le film de Teubiac s'inscrit, par exemple, clairement dans la lignée des premiers films de Martin Scorsese, et notamment Mean Streets. Il y a accointance, il y a ressemblance, il y a proximité entre ces films-là. C'est normal, ils sont faits à la même époque, dans un même pays, par les gens de la même génération, avec les mêmes acteurs. Harvey Keitel est un acteur qui est partagé par Scorsese et par Teubiac dans les deux films que je viens de citer. Donc tout ça est assez naturel. Ce qui est aussi naturel dans l'esprit d'Audiard, c'est de la nécessité, quelques années plus tard, et en France, dans un autre milieu, avec d'autres acteurs, évidemment de se détacher de cette imprégnation d'un certain polar américain, et
de travailler à la transposition dans un univers français singulier. C'est ça, en quelque sorte, le vrai pari du film. C'est ça, ce qui va, comme le disait Audiard lui-même, permettre, au fond, le détachement, c'est-à-dire l'envol singulier de son film par rapport au film d'origine. Ça, c'est évidemment très important. Et la plongée dans ce monde professionnel très particulier, dans ce monde un peu souterrain, hein, ça n'est pas les agences immobilières telles qu'on les voit au coin de la rue. Ce sont d'autres personnes, ces marchands de biens, une fois de plus, dont certaines pratiques ne sont pas loin de pratiques mafieuses. Donc on est vraiment très loin de la petite agence immobilière de quartier, mais c'est justement ça qui intéresse Audiard, c'est justement ça qui peut le rattacher au milieu du polar. Et je note aussi que c'est chez lui une attention assez particulière. Il n'est pas le seul à procéder ainsi, mais nombre de ses films, en quelque sorte, sont validés dès l'abord par la description d'un milieu professionnel singulier. Souvenez-vous, le monde du travail, par exemple, dans Sur mes lèvres. Hein, on peut aussi penser évidemment au monde de la prison, qui est après tout un monde, voilà, un univers à lui tout seul, l'univers carcéral, où des gens travaillent, les matons, et où d'autres vivent ou survivent, les prisonniers. C'était le cas donc d'un prophète. On peut penser aussi à cet endroit tout à fait incroyable de parcs animaliers de rouillé d'os, de parcs aquatiques plus précisément. Voilà, il y a chez Audiard, comme chez d'autres cinéastes, on pourrait penser à François Truffaut dans un registre tout à fait différent, il y a une volonté toujours d'inscrire les héros, les personnages, dans un milieu professionnel qui est d'autant plus important qu'il les caractérise et qui permet au fond d'avancer assez rapidement justement dans cette caractérisation, et qui fait exister le monde dans lequel ils évoluent. Alors, l'autre ressemblance aussi avec l'univers habituel de Jacques Audiard, qui fait qu'on voit bien, on sent bien que de battre mon cœur s'est arrêté, pardonnez-moi, s'inscrit bien dans une filmographie cohérente, je veux dire, c'est que on a la description, comme souvent donc chez Audiard, la description d'un moment de bascule dans la vie d'un personnage donné, d'un moment où, en quelque sorte, l'armure se brise, son armure personnelle, intime, singulière se brise, et où il s'agit de décrire le cheminement à partir de là de cet être qui va changer, dont le destin va basculer ailleurs. On peut penser là aussi à d'autres héros des films de Jacques Audiard qui effectivement basculent dans un autre univers. C'est le cas de Sur mes lèvres, c'est le cas d'un prophète, les films déjà cités. Et puis il y a cette idée contenue dans le titre du premier film de Jacques Audiard, Regarde les hommes tombés. Bon, c'était cette façon d'invoquer une chute, d'invoquer un moment de bascule. Elle était en quelque sorte inscrite dès le départ dans la filmographie de Jacques Audiard. Il y a une volonté de montrer les faiblesses, les défaillances de ces héros, de ces personnages, et de décrire le cas échéant, soit une chute, soit un moment de bascule qui va faire évidemment considérablement évoluer leur vie. Et Tom, le héros joué par Romain Duris, le héros de Battre mon cœur s'est arrêté, est bien dans ce moment-là. Il est à une sorte de croisée des chemins entre la conscience de ce qu'il doit à son père, et ce qu'il doit à son père, joué par Nils Arestrup, c'est évidemment un métier, une situation sociale, professionnelle, et un mode de vie qui sont
tous les trois très particuliers dans la façon, évidemment, que cette profession a d'être au centre de ses préoccupations et de sa vie. Et puis en regard, en contre-proposition, si je puis dire, en chemin alternatif, il y a ce qu'il doit à sa mère, c'est-à-dire le côté artistique, la musique, le piano, la pratique artistique, l'art. Donc d'un côté, la figure très prosaïque des valeurs paternelles, entre guillemets, et de l'autre côté, les valeurs poétiques, artistiques, véhiculées par la mère pianiste et par la pratique artistique. Une sorte de yin et de yang avec lequel le héros doit ou non composer. C'est toute la question pour lui, pour cet homme, comment faire en quelque sorte pour de quel côté aller, et qui choisir, peut-être qui tuer, qui ne pas tuer, avec qui être au fond au plus près de sa véritable nature. Est-ce que c'est la figure paternelle? Est-ce que c'est la figure maternelle? Est-ce que c'est une autre figure? C'est ça le cœur battant, évidemment, du film. Et c'est ce moment de bascule, ce moment où il faut assurément choisir, que le film décrit. Et c'est ainsi que le film combine, au fond, les codes du polar, hein, avec notamment le thème de la vengeance du fils, enfin, par rapport au meurtre du père, des choses comme ça, des choses qui sont très codées, très codifiées, très connues. Et puis, à côté, mais tout le temps en parallèle, c'est-à-dire que sans qu'il y ait un choix fait l'un au détriment de l'autre, en parallèle, un récit très intimiste, une interrogation, je le disais, proprement existentielle, hein, qui est-on, où va-t-on, enfin exactement ce que disait à positif Jacques Audiard au moment de la sortie du film, une interrogation existentielle, une sorte de récit d'apprentissage, alors un peu différé parce que Romain Duris n'est plus tout à fait un perdreau de l'année, il a déjà une forme d'installation sociale grâce au côté paternel ou à cause du côté paternel, comme on voudra. Donc c'est un récit d'apprentissage un peu différé, mais d'un trentenaire et non pas de quelqu'un qui aurait 20 ans, par exemple. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un récit d'apprentissage assez traditionnel ou qui répond au code traditionnel du récit d'apprentissage, mais avec un personnage qui a un âge un peu plus avancé que celui d'un Frédéric Moreau, par exemple, chez Flaubert, et donc avec la figure traditionnelle du récit d'apprentissage. Et donc, du coup, ça donne un héros, Tom, donc Romain Duris, qui a deux visages, au fond, deux faces, et c'est avec ces deux faces qu'il doit composer, un fils qui doit venger la mort du père, et un fils qui doit poursuivre l'héritage maternel. C'est cette double figure, cette ambivalence-là, ce choix qui est posé devant le héros en quelque sorte, et à qui il a affaire, et c'est ce dilemme-là, évidemment, qui est en partie au centre du film, et qui est en quelque sorte son moteur intime, mais avec donc l'idée que il y a une sorte de dualité permanente, à la fois dans les interrogations du personnage et à la fois aussi dans ce que ça veut dire sur la nature même du film et son inscription dans les codes habituels. Donc, la question, évidemment, la question centrale à partir de ce moment-là, c'est qui prendra le pas sur l'autre, hein, qui du fils maternel ou du fils paternel, si je puis dire. C'est la vraie question. Et ce qui est intéressant dans la façon dont Jacques Audiard filme cette question, qui en soi n'est pas un questionnement absolument singulier ou spécifique, mais au contraire, c'est quelque chose de très partagé, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que
manifestement, la façon de mettre en scène et la façon de conduire le récit montre que nous sommes dans la tête du héros, nous sommes dans la tête de Tom en permanence. C'est ainsi que le récit est conduit, mené, c'est ainsi que Audiard entend nous associer, nous les spectateurs. C'est ainsi qu'il nous conduit, en quelque sorte, dans son film, mais sans recourir, et ça c'est peut-être le plus intéressant, j'imagine aisément qu'il s'agit d'un choix assumé, raisonné et défendu même par Jacques Audiard et son co-scénariste Tonino Benacquista, de ne pas recourir à ce biais qui peut être tout à fait intéressant et qui existe souvent au sein du cinéma, qui serait la voix off. Et je trouve évidemment que c'est justement un biais intéressant dans le cadre d'un récit qui est tellement à la première personne, qui est tellement le récit du comportement d'un individu dans une situation donnée, les réponses qu'il entend apporter, lui, aux défis qui lui sont posés, et par la situation et par ceux qui l'entourent, que cette absence de voix off oblige en quelque sorte Audiard et son co-scénariste, ça c'était pour la partie scénario, mais aussi Audiard cinéaste, à inventer en quelque sorte une forme qui va nous permettre au fond d'entendre la voix intérieure de ce personnage sans voix off. Et je crois que la façon dont il y arrive avec son acteur aussi, qui est évidemment Romain Duris, qui est à mettre au crédit de cette façon de faire, parce qu'il est évidemment porteur de cette manière-là très particulière, eh bien c'est certainement le recours à deux choses, à l'écriture d'un personnage hypersensible, c'est-à-dire que hypersensible même physiquement, c'est un personnage qui ressent physiquement les choses et on le voit à son visage, on le voit à son corps, à l'expression de son corps, à l'expression de son visage. Nous sommes donc là dans le ressenti absolu par le personnage qui est tout sauf une sorte de figure sur laquelle on ne lirait rien. C'est exactement l'inverse. Et du coup, comme il y a cette sorte d'indication presque scénique donnée au personnage et à l'acteur, non pas la réponse, mais la façon dont Audiard met en scène cette hypersensibilité, c'est une hypersensibilité en quelque sorte de sa caméra qui répond à cela. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est une caméra absolument fiévreuse. Certains se demandent, avec un peu de malice, mais avec beaucoup de pertinence, si à un moment donné du film, la caméra de Jacques Audiard a été mise sur un pied et est restée fixe. On peut penser que non. Et on peut penser que c'est une caméra, oui, que je qualifiais de fiévreuse, parce qu'elle est en mouvement et que Tom n'arrête pas de bouger, vous l'aurez certainement noté, on nous le montre ainsi, et que du coup, évidemment, ce mouvement-là donne son rythme en permanence au film, qui épouse comment dirais-je, la permanence du mouvement chez ce personnage, et évidemment, la caméra est à l'appui, la caméra est en appui, la caméra le suit, et du coup, elle bouge, elle aussi, à l'aune de ce mouvement permanent et particulier. Donc, c'est une façon très originale, je dirais, en tous les cas singulière, de nous mettre, nous les spectateurs, au plus près du personnage physiquement, mais du coup aussi de nous faire en permanence rentrer dans sa tête. Car je crois que nous suivons parfaitement les intermittences du cœur, de l'esprit, les interrogations, les doutes, les questionnements, les faiblesses, les forces de ce personnage, sans le recours, effectivement, à cette fameuse voix off, sans le recours à
une vision plus démiurgique des choses. Non, nous sommes vraiment là, à ses côtés. Et pour en quelque sorte accroître cette impression-là, accroître cet impressionnisme-là, d'ailleurs, au sens propre du terme, Jacques Audiard a aussi la grande intelligence esthétique, je dirais, de faire baigner son film dans une ambiance, pas permanente, mais dans une ambiance très récurrente de paysages et de situations nocturnes, entre chien et loup, va-t-on dire, en pratiquant le clair-obscur. Et bien évidemment, il y a là une signifiance par rapport au personnage lui-même. Le personnage est dans un clair-obscur. Le personnage se cherche, le personnage tâtonne, le personnage de Tom, bien sûr, son monde est la nuit, un peu dans tous les cas de figure. La nuit artistique d'un côté et la nuit des entourloupes de l'autre. Et c'est dans ce clair-obscur-là, qui évidemment ne sont pas tout à fait les mêmes, qui évidemment ne se ressemblent pas, mais c'est bien dans ces clairs-obscurs-là que le personnage doit évoluer, et le paradoxe étant que c'est bien dans ce clair-obscur-là qu'il doit chercher sa lumière, et qu'il doit la trouver, et qu'il doit trouver le chemin le plus éclairé. Mais je crois qu'il y a une grande richesse formelle à ce que, effectivement, l'inscription dans cette ambiance de clair-obscur, l'inscription du personnage dans cette ambiance du clair-obscur nous parle aussi de lui, de la même façon que les mouvements de caméra et que l'attention, le rythme porté à Tom nous parlait de lui. Et puis troisième élément constitutif en quelque sorte, à la fois de la caractérisation du personnage et des moyens mis en œuvre par Jacques Audiard pour y parvenir, c'est que il y a une très très belle symbiose, un très beau mélange entre des dialogues tout à fait ciselés, on sent la patte des deux scénaristes en quelque sorte, vraiment de très beaux dialogues, mais qui sont empreints d'une assez grande sécheresse, d'une volonté d'aller à l'essentiel, une sorte d'épure. Il n'y a pas de bavardage dans le film. Beaucoup de choses qui sont dites sont essentielles, vont à l'essentiel, sans gras, si je puis me permettre, sans affaîterie, sans des éléments qui viendraient perturber l'efficacité et l'importance de ce qui se dit, avec, oui, je le ressens ainsi, une certaine sécheresse, mais une sécheresse volontaire et stylistiquement assez pure et tout à fait séduisante. Du coup, si je puis dire, là aussi un décalage en quelque sorte signifiant avec en revanche l'illustration musicale, les illustrations musicales qui sont de deux ordres. D'une part, la partition créée, inventée pour le film par Alexandre Desplat, musicien ô combien reconnu depuis, et qui installe, lui aussi, qui s'est instauré, c'est un univers singulier et qui porte le personnage. Et puis, il y a aussi, évidemment, parce que ça parle de musique classique, ça parle d'un pianiste, ça parle d'une pianiste, ça parle de transmission de la musique à travers, notamment, une toccata de Bach, la toccata en mi mineur, dont Tom, à plusieurs reprises dans le film, comme une sorte de scansion musicale, s'essaye à jouer l'adagio. Et cette improbable rencontre, si je puis dire, mais tellement volontaire qu'elle n'est pas improbable, entre une forme de sécheresse des dialogues et forcément un lyrisme musical qui n'est pas débridé, ni chez Desplat, ni chez Bach, mais qui est véritablement des motifs musicaux qui sont en rupture avec la sécheresse prosaïque des dialogues.
Là aussi, c'est une dualité qui nous est donnée à voir et surtout à entendre, en l'occurrence, et évidemment que cette dualité accompagne la dualité du personnage de Tom et participe en quelque sorte à inscrire le film dans une perpétuelle quête, dans un perpétuel questionnement entre deux pôles, deux espaces, deux vies, un père, une mère, je le répète, bref, des choix tout à fait, des choix existentiels tout à fait essentiels. Il y a un autre aspect du film sur lequel on peut un peu s'attarder parce que là aussi, il est assez constitutif du bel environnement créatif de Jacques Audiard qui s'intéresse assez souvent dans ses films à la communication. Ce qui n'est guère étonnant pour le cinéaste qui est Jacques Audiard et qui quelque part évidemment met la communication au centre de sa démarche artistique. Alors là aussi, on peut penser, je ne sais pas, par exemple, au dialogue littéralement de sourds et au dialogue très difficile qui peuvent se nouer dans Sur mes lèvres, ou encore les réflexions très riches sur les langues, le français et les langues étrangères qu'on entend dans la prison d'un prophète et qui en font les langues aussi populaire et l'argot que l'on entend dans un prophète, avec toute la signifiance de ces strates de langue particulières et de communautés, évidemment, qui s'y rattachent. Donc là, il y a chez Audiard une grande attention à ce sujet. Et ici, dans le film, ça prend une forme, la forme très particulière de la barrière de la langue qui existe entre Tom et sa prof de piano. Ils ne peuvent se comprendre, ils ne peuvent pas se comprendre par la langue, par le langage, par le langage parlé, par une langue partagée, qui serait peut-être le français ou l'anglais, mais en tous les cas une langue partagée. Alors, ils vont en quelque sorte créer leur propre langage à travers les gestes et la musique. Et ça, je trouve que c'est un motif second dans le motif général du film, mais qui est un très beau motif, qui est une très belle variation, parce qu'une fois de plus, ça permet à Audiard de reparler de quelque chose qui lui tient manifestement à cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que Tom, le héros, accède donc par ce nouveau langage entre musique et geste à un autre monde et à une perception du monde qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et ça, je trouve, c'est évidemment très, très intéressant, qui n'est pas l'apprentissage n'est pas montré comme une chose facile par Audiard. Il y a des heurts, des tours, des détours, des impasses, mais la relation a lieu, mais le dialogue a lieu, mais l'apprentissage a lieu, finalement. Et ça, je trouve, c'est tout à fait intéressant parce qu'évidemment, en plus, c'est cinématographiquement pur, c'est-à-dire que cela met en branle des choses qui permettent de dire, voilà, un film, ça n'est pas qu'un dialogue de choses écrites auparavant, c'est aussi des corps qui s'expriment et des sons qui les portent. Voilà. Donc, la musique, les gestes, c'est aussi du cinéma. Et je trouve que la façon dont Audiard a de nous mettre devant ce qui est peut-être ce qui sont peut-être des évidences, mais d'abord, elles méritent d'être rappelées, comme toutes les évidences, souvent. Et surtout, elles sont plus riches qu'on ne le croit et plus pertinentes qu'on ne le croit, y compris par rapport au thème du film lui-même. Alors, le film de Jacques Audiard est presque désormais un classique. C'est ça qui en fait aussi sa force, ce qui peut paraître un peu paradoxal quand on sait, comme on l'a vu, qu'il s'agit d'un remake
d'un film américain, d'un polar américain. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Jacques Audiard se situe lui-même en tant que cinéaste dans une filiation qui ne saurait être réduite à une filiation française, bien évidemment. Je pense que quand on est cinéaste, eh bien, ma foi, les influences, elles sont universelles et elles sont mondiales. Mais néanmoins, je pense que il est intéressant de voir combien ce film-là en particulier d'Audiard s'inscrit dans une veine d'un certain cinéma français qui est une veine sociale et populaire, dont Gabin, dans des films comme Le jour se lève, Quai des brumes, La belle équipe, était le parangon, était l'étendard, le porte-parole le plus inspiré. Et avec Carnet et Prévert, notamment, comme tandem idéal de cette représentation. Pourquoi penser à ce cinéma-là? Pourquoi parler de ces films en parlant de battre mon cœur s'est arrêté? Parce que le héros y amène cette espèce de héros proche. Nous sommes proches de lui. Et les personnages incarnés par Gabin jouent sur le même registre. Avec là aussi, d'ailleurs, une très grande inscription dans le registre social. Gabin a toujours une profession dans ces films-là. Souvenez-vous, le Gabin du jour se lève, qui va finir dans une sorte de Fort Chabrol dans sa chambre d'hôtel, mais on nous l'a montré comme étant un travailleur manuel, d'ailleurs dans des conditions très très dures d'usine, et de même que la belle équipe, eh bien ces gens décident de construire une guinguette, ce sont des prolétaires qui décident de construire une guinguette. Bref, on a dans cette veine sociale française une volonté vraiment de se raccorder à des réalités sociales. Et alors, ce qui est intéressant à noter pour le film d'Audiard, c'est que donc, cette réalité, on l'a vu, c'est celle de marchands de biens sur fond de logement, d'expulsion, de spéculation, d'actes plus ou moins répréhensibles. Et ce qui fait tout le poids, évidemment, de cette inscription, c'est que dans la réalité sociale, c'est que comme chez Carnet et Prévert, il y a ensuite, cela donne la possibilité d'une plus grande ampleur. J'en veux pour preuve ce que disait là aussi Jacques Audiard, qui a, je crois, très très bien résumé cette démarche-là. Et je vous cite ce qu'il disait. Si l'on veut croire à l'invraisemblable, et un type qui est marchand de biens et qui veut être concertiste à 30 ans, c'est invraisemblable, ajoute Audiard. Il faut être au ras des choses, planter une réalité avec beaucoup de soin. Fin de citation. Je trouve cette déclaration évidemment très intéressante. Et parce qu'en plus, un peu plus loin dans l'entretien, Audiard glissait malicieusement qu'il avait été toujours interloqué, mais surtout heureusement surpris, que pour son film précédent, Sur mes lèvres, personne, finalement, n'ait été choqué que le personnage qu'incarne Emmanuelle DeVos et dont on nous dit qu'elle est sourde, qu'elle est affublée d'un handicap de surdité, devienne standardiste. Et il dit, ça a suffisamment suffisamment un paradoxe pour qu'on puisse s'interroger sur comment on peut arriver à faire de l'invraisemblable quelque chose qui passe et qui ne nuit pas au film, bien au contraire. Et je crois que sa déclaration sur le fait qu'effectivement que cette situation de un marchand de biens qui veut devenir un concertiste, mais pour salle playel, c'est-à-dire pas un petit joueur de piano chez lui, à l'âge de 30 ans, c'est sur le papier
pour le moins invraisemblable. Eh bien, les moyens mis en œuvre par Jacques Audiard et Bellacusta d'ailleurs, la quotidienneté dans laquelle ils inscrivent ce personnage fait que nous l'acceptons et qu'il ne nous pose pas de problème, ce qui est évidemment très important. C'est d'autant plus important que, à contrario, ou je dirais enfin en développement, c'est bien le personnage d'une tragédie. Nous sommes bien dans la tragédie. Audiard faisait allusion aux Grecs, et c'est pas pour rien. Alors, si on veut, si on préfère dire qu'il s'agit d'un dilemme cornélien, on choisira plutôt que Corneille que les Grecs, mais peu importe. Le dilemme, il est bien là. C'est un personnage qui doit choisir entre son père et sa mère, très concrètement, qui doit dire comment aller vers son destin à lui, pour lui, sans se soucier des poids trop importants du passé qui pourrait peser sur son épaule, donc sur ses épaules. Donc c'est dire si la vraisemblance, en quelque sorte, doit être importante, mais que elle est inscrite dans une véritable histoire tragique. Alors, je parlais des influences françaises. On ne saurait nier les influences américaines, mais pas celles, évidemment, que l'on croit ou que l'on pourrait croire, liées plutôt, par exemple, au polar. Les influences, elles me semblent être dans un autre cinéma, et singulièrement dans le beau cinéma, dans le cinéma très riche de Cassavetes. On peut penser à un film comme Meurtre d'un bookmaker chinois, avec Ben Gazzara dans le rôle principal. Ben Gazzara peut être un petit frère, ou Romain Duris plutôt pourrait être un petit frère de Ben Gazzara, qui évolue lui aussi alors dans un milieu artistique moins glorieux que celui du piano classique de Bat Mon cœur s'est arrêté, mais on retrouve les mêmes ambiances nocturnes, on retrouve le clair-obscur, on retrouve cette figure d'un personnage central qui est une sorte de funambule, peu assuré de lui-même, qui se cherche, qui sont des héros peu héroïques, mais éminemment sympathiques, parce que c'est vraiment la volonté des deux cinéastes, et Cassavetes et Audiard, de nous les rendre sympathiques alors qu'ils sont dénués de gloire, au sens propre du terme, et ce qui est le propre, alors que ça devrait être le propre du héros, bien sûr, mais ils sont très attachants. Et c'est cette façon de manier les choses, tout en clair-obscur, d'ailleurs dans des ambiances absolument identiques, qui est évidemment tout à fait passionnant dans le travail d'Audiard, comme il l'était dans le travail de Cassavetes. Et puis je crois qu'on ne peut pas s'extraire alors d'une autre influence, peu importe si ce sont des références assumées ou non, mais les cinéphiles que nous sommes, on évolue dans des univers, forcément, donc on a d'autres images en tête. Eh bien, l'image en tête qu'on peut avoir légitimement, et sans conclure à quoi que ce soit, mais c'est bien sûr la Rosetta des frères Dardenne. Les frères Dardenne, qui, soit dit en passant, d'ailleurs, ont un jour produit un film de Jacques Audiard, qui est en l'occurrence De rouille et d'os. C'est la preuve certainement que les univers, quelque part, se rejoignent. Alors il y a évidemment chez les frères, comme on dit, chez les Dardenne, comme chez Audiard en l'occurrence, la vraie volonté de décrypter un environnement social, de décrypter un métier, une profession, et celui ou celle qu'il exerce, évidemment. Et l'attachement à cette personne, l'attachement à cette héroïne Rosetta d'un côté, à ce héros Tom de l'autre, il passe effectivement par le même procédé cinématographique, c'est-à-dire une caméra qui ne les lâche pas, une caméra qui, du début jusqu'à la fin, sera avec eux, dans une sorte d'empathie permanente, dans une sorte de fièvre croissante. Et cette façon de nous faire vivre véritablement l'engagement, même physique, d'un personnage dans le film, en quelque sorte, c'est un partage assuré entre ces deux films-là. L'intérêt, bien sûr, c'est qu'ils ne se ressemblent pas pour autant, mais que, néanmoins,
dans des discours différents, avec des choses qui finissent par se ressembler. Évidemment, Rosetta n'est pas un polar, mais la question finira-t-elle par trouver un travail est un questionnement qui vaut bien et qui vaut peut-être mieux que certains suspens de polars établis. Eh bien, ce genre de ressemblance-là, elle est évidemment très féconde et elle nous permet d'inscrire le film de Jacques Audiard dans un ensemble qui serait voilà, le cinéma français et européen de ce début de siècle, entre la fin du siècle précédent, ce début de siècle, et qui a, je crois, avec l'affiliation que vous pouvez bâtir aussi avec Cassavetes, qui a, mais je crois, toute la richesse, toute la profondeur de parallèles que l'on peut faire, qui une fois de plus n'enlève rien à la spécificité de chacun des cinéastes qu'on peut citer, mais qui en même temps nous éclaire et éclaire ces films-là, peut-être d'une autre dimension, d'une dimension supplémentaire, et en tous les cas d'une polysémie, d'un grand éclectisme de sens, et la position même d'ailleurs de remake qu'a de battre mon cœur s'est arrêté, l'inscrit dans cette idée que eh bien, les films, au fond, se répondent les uns aux autres. Et ça, je crois que c'est bigrement riche pour les cinéphiles et que ça permet de belles approches. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Mesdames, merci à vous. Des questions ? Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y a des règles à respecter pour un remake. Oui? Non, il n'y en a pas. Non? Non. Il y a des règles financières, mais qui passent effectivement par une autorisation, des choses comme ça, mais qui sont de l'ordre réglementaire. Après, honnêtement, il n'y a pas de règles dès lors, effectivement, que les choses sont bien posées. Et je vous le dis, voilà, juridiquement, on va dire. Après, la liberté est totale de faire ce que l'on veut, parce que s'il fallait des règles, je pense que c'est plutôt à celle-là que vous faisiez allusion, des règles artistiques, là, ça deviendrait inintéressant au possible. L'intérêt du remake, honnêtement, les remakes les plus réussis, ce sont ceux qui, d'une certaine manière, au fond, se détachent le plus de leur objet premier. Parce que s'il s'agit de faire une sorte de photocopie, ça n'est évidemment pas très intéressant. Il y a eu des cas, parfois, alors vraiment, mais de recréation à l'identique. Michael Haneke, avec Funny Games, a refait exactement, presque plan par plan, le même film, avec un casting européen, puis un casting américain. Bon. Mais alors là, je dirais qu'en plus, c'est en interne, c'est-à-dire c'est le cinéaste lui-même qui refait un remake. Donc, il n'y aurait pas de problème, évidemment, il fait ce qu'il veut, mais là, il a fait vraiment un remake plan par plan. Et c'est artistiquement, vraiment, évidemment, une démarche intéressante. Mais après, dès lors qu'on change de continent, ce qui est souvent le cas, beaucoup de remakes qui sont des films européens qui finissent aux États-Unis, ou des films américains qui finissent en France ou en Europe. Dès lors qu'il y a cette transmutation, cette transformation, heureusement, les choses se font en liberté, on va dire. Voilà. C'est toujours un risque, ceci dit. Il y a toujours le risque, effectivement, de la comparaison qui est pris, risque assumé, mais qui est équivalent avec... qui est plus fort qu'avec une adaptation d'un roman, parce que je crois que tout le monde est bien d'accord que l'adaptation d'un roman, un roman, c'est toujours plus foisonnant qu'un film, par définition. Chabrol disait que on pouvait toujours vouloir adapter le Père Goriot si on filme la première page du Père Goriot, c'est-à-dire si on met en image le contenu de la première page du Père Goriot, il y a 1h30 de film.
Le problème, c'est qu'il y a 120 pages après qu'il faut mettre en film. Bon, voilà, c'est ça la différence entre la littérature et le cinéma. Donc, de toute façon, on sait bien que quand on adapte un livre au cinéma, il y aura des perditions. Ce qui faisait dire malicieusement au papa de Jacques Audiard, Michel Audiard, qu'il valait mieux adapter des mauvais livres, ça pouvait faire des bons films. Bon, c'était sa façon gouailleuse de résoudre le problème de l'adaptation littéraire, mais certainement pas si fausse que ça. En revanche, il y a un vrai risque effectivement à faire un remake, parce que là, pour le coup, la comparaison peut se faire. On aura au final deux objets qui durent à peu près le même temps, qui sont sur le même média, avec les mêmes moyens, quoique, bon, pas forcément, mais en tous les cas, la comparaison pourra se faire plus facilement, entre guillemets. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai trouvé intéressant de vous lire la longue citation d'Audiard, parce qu'elle elle montrait bien, je crois, ce qui, dans son esprit, en tous les cas, avait prévalu à la volonté de faire un remake. Mais en tous les cas, voilà, pardon de cette réponse un peu longue à votre question tout à fait directe, mais non, il n'y a pas de règle, sauf celle, et heureusement, de la liberté artistique dès lors que les choses ont été encadrées, je dirais, réglementairement et juridiquement. Mais le scénario est quand même respecté. Oui et non. Oui et non. Franchement, oui et non. Il y a des. Vous voyez, par exemple, le film de Tobias ne se passe pas dans l'environnement de professionnel que décrit Audiard. Ça induit des choses. Le rôle, la place, je ne voudrais pas trop en dire, mais de la mère est différent dans un film comme dans l'autre, et dans l'autre. Elle est vivante d'un côté, elle est morte de l'autre. Le personnage de Duris s'éloigne progressivement du personnage joué par Kettel. Donc non, il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas de strict respect, en quelque sorte, et je dirais encore moins du scénario. Parce que le scénario, c'est une chose, le film en est une autre. C'est forcé que le film de Tobiak s'éloignait déjà de son scénario. Alors, vous voyez, le film d'Audiard, c'est le scénario de Tobiak transmuté par le film de Tobiak, puis le scénario d'Audiard qui vient se greffer là-dessus, lui-même transmuté par le film et le filmage lui-même et la réalisation. Bref, entre le scénario de Tobiak et le film d'Audiard, alors vraiment, il y a des différences notables, même si, quand on les voit tous les deux, on voit bien les points communs, mais les points de dissemblance, et je dirais les points de dissonance, et c'est ça qui fait et ça qui est le plus important, et qui fait le prix et l'intérêt, sont nombreux. Merci beaucoup Laurent. Et merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée à vous. À bientôt.